Yo les bros, on reprend les bonnes vieilles habitudes, on laisse les réactions live de côté pour l'instant et on se refait les bonnes vieilles reviews du vendredi. J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1006 de One Piece. Un chapitre qui va mettre à l'honneur notre commandant de Yonko préféré, Marco le Phénix, dans son combat contre les terribles King et Queen. Une soirée scan de 2 heures est prévue ce soir sur notre Discord, relecture, théorie, vous avez surkiffé la première édition, alors n'hésitez surtout pas à le rejoindre. Il y a beaucoup de changements sur le serveur avec des sondages quotidiens, des news One Piece et prochainement tout un tas de jeux préparés exprès pour vous, alors n'attendez plus. On va commencer cette review dès à présent, n'oubliez pas le petit like et l'abonnement si ce n'est pas déjà fait les potos pour soutenir la chaîne et allons-y. Après que Sanji soit parvenu enfin à se libérer de ses entraves, son rôle est désormais de porter main forte à ceux dans le besoin. Oui, il ne va pas rester l'éternel spectateur de cette guerre. Cependant, il doit désormais choisir quel groupe aider puisque Yamato et Momonosuke ont également été trouvés. Les Fourreaux Rouges, le groupe de Momonosuke, qui Sanji va-t-il bien pouvoir aider? Si on reprend le dernier chapitre, Jack lui tient à se diriger vers les 9 Fourreaux Rouges isolés dans la salle au trésor d'Onigashima. Il semblait alors logique que Sanji se dirige également là-bas pour porter main forte aux blessés, mais surtout affronter Jack si besoin est. C'est un minimum, Sanji doit au moins pouvoir affronter une des calamités et ne pas se satisfaire de subir les coups d'une simple Tobiropo, un peu de respect. Cependant, le choix que Sanji a pris nous est encore inconnu. Alors oui, il pourrait bien se diriger vers les fourreaux pour les protéger d'une éventuelle calamité, ainsi que sauver le mystérieux personnage qui serait, admettons, Iori. De cette façon, que ce soit lui ou Zoro, les deux principaux commandants de Luffy seraient venus en aide à la sœur de Momonosuke. Mais d'un côté, il peut aussi aller aider Yamato. Il n'a pas encore rencontré la fille de Kaido et va sûrement avoir cette fameuse scène où il tombe raide dingue amoureux d'elle. Plus encore, Momonosuke étant caché sous sa tenue, il n'est pas impossible que Sanji le voit sortir d'ici avec sa fameuse tête de pervers qu'il jalousera de tout son âme. Cependant, Yamato ne semble pas avoir besoin d'aide. Elle n'a pas d'adversaire particulier la mettant en danger. L'une de mes théories serait alors que Jack décide de se diriger finalement vers Yamato et Momonosuke pour les arrêter et qu'à ce moment-là, Sanji intervienne et reprend le combat. Bon, vous avez compris, mais j'attends vraiment de lui qu'il affronte Jack. N'oublions pas l'invisibilité et la vitesse que lui confère son raid suite qui sera sans doute largement exploité pour prendre par surprise son futur adversaire. Onigashima est proche de la capitale des fleurs. Oui, j'ai été autant étonné que vous de découvrir dans ce chapitre qu'Onigashima a déjà effectué un énorme trajet en volant depuis le chapitre 997. Elle est particulièrement proche du mont Fuji, situé juste à côté de la capitale des fleurs. C'est un moment donc critique. Kaido va-t-il réellement relâcher l'île maintenant sur la capitale en causant la mort de milliers de personnes? La théorie que j'ai émise à ce sujet est que Yamato puisse dévoiler le même pouvoir que son père, qu'elle soit également un dragon ou une espèce de dragon, peu importe, et qu'elle possède la même technique que lui pour faire léviter une île. Elle se confronterait à la puissance de son père et ferait un énorme parallèle avec la mort d'Oden. Souvenez-vous, Oden portait le poids de Wano Kuni sur ses épaules lors de son exécution. Ces 9 samouraïs étaient les seuls à pouvoir réouvrir les frontières de cette île, alors ils devaient porter ce lourd fardeau et ne pas mourir. Actuellement, il se passerait la même chose avec Yamato. Retenir l'île qui s'écrase sur la capitale des fleurs représenterait le poids de tout Wano Kuni sur ses épaules, tout comme l'a fait son idole. Il se peut aussi que plus simplement, Onigashima s'écrase réellement sur la capitale des fleurs, mais qu'aucun mort ne soit à déclarer. Car oui, les habitants auraient tous été évacués grâce à une information transmise par Iori, admettons, ou encore Otama. Bref, nombreux sont les scénarios possibles et j'ai très hâte de découvrir la suite de l'histoire, rien que pour ça. Une nouvelle scène est dévoilée dans ce chapitre, la fin du combat contre Perospero, Carrot et Wanda. Oui, j'avoue l'avoir oublié et je pense que certains d'entre vous aussi. Mais ces trois-là avaient déclenché un combat il y a de ça quelques chapitres, tout ça sous le signe de la vengeance de Pedro. Perospero trône fièrement au-dessus des deux Minks qui ne semblent plus en état de combattre. Même si la force conférée par le Sulong est incroyablement élevée, comme le dit très bien Perospero, ce n'est pas un atout sûr. Il faut avoir la chance de la météo et du climat de son côté tout en subissant les lourdes contreparties de cette transformation. Et malgré la puissance des deux Minks, cela n'a pas été suffisant pour vaincre le fils de Big Mom. C'est là que ce dernier a dit quelque chose de très juste que j'aurais voulu entendre et voir plus souvent. Le territoire d'un Yonko n'est pas une partie de plaisir. La mort de Pedro n'est qu'un maigre avertissement contrairement aux dangers qui ont été pris en s'attaquant à l'équipage et au royaume d'un empereur. Car c'est effectivement l'une des choses m'ayant le plus déçu venant de l'arc Whole Cake Island. Cette façon qu'ils ont eu de rentrer et sortir du territoire de Big Mom sans y laisser autant de plumes qu'ils ne l'auraient dû. Certes, la mort de Pedro est triste, mais c'est une maigre contrepartie face à la menace et au risque exposé en se rendant dans un tel endroit. En tout cas, maintenant qu'il s'est débarrassé des Minks, Perospero va sans doute être un nouvel adversaire à affronter. Peut-être Sanji justement s'il n'affronte pas Jack, puisque Yamato et Momonosuke se trouvent proches de l'entrée du dôme, là où Perospero pourrait rentrer. Ou encore, un autre personnage que l'on va voir tout de suite.
On arrive à l'une, voire la meilleure partie de ce chapitre, le combat entre Marco et les deux calamités, King et Queen, nous est enfin montré davantage. Merci Oda, on te le revaudra. Ce combat montre l'étonnante suprématie d'un Zoan mythique face au Zoan antique. Bien qu'il n'ait pas l'avantage numérique, Marco se bat comme nous l'avons jamais vu se battre. Face à Queen qui balance désormais des rayons laser de sa bouche, gros what the fuck, il ne lui laisse aucun répit. Le coup qu'il lui porte fera l'effet d'une explosion tout en blessant la calamité. Une explosion sans doute occasionnée suite au choc porté par Marco pendant qu'il balançait son rayon laser. King passe également à l'action en utilisant son sabre pour sectionner une aile du phénix. Heureusement, l'intangibilité du Zoan de Marco fera la différence et lui permettra de se régénérer à une vitesse surhumaine. Là encore, il se déchaîne et attaque King avec une toute nouvelle technique lui envoyant une boule de feu en pleine face, repoussant son adversaire dans le décor du palais d'Onigashima. Il enchaîne en lui sautant dessus avec tous l'élan possible, King encore secoué de l'attaque qu'il vient de prendre, lui portant une attaque de plein fouet. Quand Queen décide de prêter main forte à son Nakama, Marco ne lui laissera pas le temps d'esquiver en lui infligeant un coup de pied transformé en cerf du phénix. Tout ça pour finir par avouer être un petit peu fatigué après s'être battu contre deux monstres à plus d'1 milliard de berries sur leur tête. Vraiment, je me contrôle pour garder un sang-froid, mais j'ai rarement autant apprécié quelques pages de combat que là, maintenant. Il démontre une puissance illustrant bien sa place de premier capitaine de Barbe Blanche. Il est clair que Marco ne pourra pas tenir ce combat plus longuement, mais on ne peut qu'applaudir les moyens qu'il a mis en œuvre pour retenir au maximum ces deux monstres de puissance. Pour perdre face à Barbe Noire, ce dernier devait être vraiment très puissant. Malheureusement, un quatrième invité se ramène, Perospero. Il est indéniable qu'il va profiter de la situation pour éliminer un maximum d'adversaires. Même s'il n'apprécie pas l'alliance de Big Mom avec Kaido, il a tout intérêt à exploiter cette position puisque lui-même n'est actuellement pas dans une position de force. Alors que va-t-il arriver? Eh bien, sauf s'il se range du côté de Marco, je vois mal Perospero ne pas attaquer le commandant du défunt Barbe Blanche. Il semble malgré tout avoir un plan précis et d'une façon ou d'une autre, il est possiblement celui qui parviendra à éloigner Big Mom de la guerre pour permettre aux Supernova de vaincre Kaido. De cette façon, il protège Big Mom tout en assurant la défaite de l'un de ses ennemis, nouvellement alliés, le temps d'une guerre. J'ai assez parlé de Perospero, mais je reste très curieux du plan qu'il a en tête. Mais Queen, lui, devra trouver un autre adversaire pour alléger la charge de notre pauvre Phénix qui s'est battu comme un diable déchaîné. On en vient à la partie qui conclura cette vidéo et ce chapitre, un dénouement final épique et triste que nous offrira Yogoro le Fleuri. Celui sauvé par Luffy et qui lui aura enseigné toutes ses connaissances sur le haki l'armement risque également de vivre ses derniers instants dans ce chapitre. Alors qu'il protège aux côtés de Diezrek Chopper, créant un antidote visant à guérir les malades du Kolioni, il en devient lui-même une victime. Son apparence change, ne devenant pas seulement démoniaque, mais comme il était autrefois. Grand, puissant, loin du vieil homme rabougri par l'âge et la faiblesse que nous avons découvert dans la piteuse prison d'Udon. Cela s'explique par le virus de Queen qui utilise et éveille toute la force ensommeillée dans le corps d'une personne, devenant ainsi de véritables berserkers avant de mourir. Une force présente chez Yogoro qui était autrefois l'une des plus puissantes figures de Wano Kuni. Aujourd'hui, plusieurs dizaines d'années après sa présence au sommet, la puissance qu'il possédait autrefois est revenue et sera utilisée pour vaincre en une seule et unique attaque le Mimawaregumi composé de grands samouraïs. Après avoir aidé la révolution de Kinemon, après avoir entraîné celui qui vaincra Kaido, il se sent prêt à mourir ici et maintenant, et ce sans aucun regret. Agenouillé, dos à son bourreau qui, en larmes, s'apprête à asséner le coup fatal, Yogoro préfère mettre un terme à sa vie comme l'exige l'honneur d'un samouraï avant de perdre le contrôle de son corps. Malgré les larmes, la détermination de cet homme ne s'épuisera pas après l'espoir que Luffy et les fourreaux rouges lui auront apporté. Malgré l'étendue de ce virus sur le corps de Yogoro dont chaque parcelle se verra être contaminée, à aucun moment il n'aura perdu sa volonté et sa raison, donnant encore plus de beauté à cette scène, signant la fin du plus puissant Yakuza de la capitale des fleurs. Wow. Je sais pas quoi dire, vraiment. Cette fin de chapitre m'aura tourmenté et profondément attristé tant j'ai appris à aimer Yogoro tout comme j'avais appris à aimer Yasui. Je ne vous cache pas que j'ai malgré tout quelques doutes sur sa véritable mort. Je ne suis pas sûr que Oda le fasse réellement mourir en l'espace d'un seul chapitre, alors que sa relation avec Luffy était suffisamment forte pour que notre cher chapeau de paille soit au moins témoin de sa disparition. Si Yogoro meurt maintenant, cela sous-entend que Luffy ne pourra pas être présent pour voir sa disparition, chose qui est quand même assez étonnante. Ceci dit, une guerre comme celle qui se déroule actuellement doit avoir une ou plusieurs morts marquantes. Autrement, on en reviendrait à ce que je disais plus tôt à propos de Whole Cake Island et la facilité monstre à créer un bordel dans le territoire d'un Yonko et s'en sortir sans aucune casse. Alors effectivement, Yogoro serait une belle mort et j'espère même qu'elle ne serait pas la seule. Si Luffy voit son maître l'espace de 2 semaines mourir devant lui, il est clair que sa haine dépassera l'entendement et ne pourrait être que bénéfique pour vaincre Kaido. Mais je pense malgré tout que Chopper trouvera le remède juste à temps, évitant le seppuku du samouraï. Sinon, notre cher docteur aurait eu l'impression d'échouer dans son rôle et la remise en question d'un professionnel de santé pendant une guerre
n'est pas forcément bénéfique. Et moi, eh bien, quoi qu'il en soit, j'ai trouvé ce chapitre très bon et particulièrement émouvant sur la fin. J'espère qu'il en a été de même pour vous et de cette petite review. J'ai presque perdu l'habitude d'en faire depuis le temps. De notre côté, on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo sur Luffy et ce soir sur notre serveur Discord One Piece. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu. Un grand merci à vous si vous le faites. Passez un bon vendredi les bros, portez-vous bien. Peace.